Nouveau numéro de décryptation Niveau d'Info. Merci de nous rejoindre. Sous l'impulsion des États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU en fin octobre a apporté un soutien sans précédent au plan marocain d'autonomie pour le Sahara occidental, le qualifiant de solution la plus réaliste pour mettre fin à un conflit qui dure depuis des décennies, et ce, malgré l'opposition de l'Algérie. Mohamed Diouf, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charlotte, merci. Après donc des années de lutte sur le Sahara occidental, l'ONU donne enfin raison au Maroc. Oui, il faut reconnaître que le Maroc a trouvé un soutien extraordinaire avec cette résolution du Conseil de sécurité. Le Maroc a mené un combat qui a abouti à ces résultats, puisque cette piste de solution réalisable, on reprend pratiquement les termes du Maroc. En plus du fait que, derrière le fait qu'on accepte ce que le Maroc a dit, on reconnaît indirectement la marocanité, comme il l'appelle, du Sahara occidental. Puisqu'il y a deux propositions de référendum. Il y a un référendum à partir duquel le Sahara occidental peut prendre son indépendance, ce que défend le mouvement Polisario, ce que défend l'Algérie. Le Maroc lui propose un référendum du Sahara occidental à l'intérieur du Maroc pour que le Sahara occidental puisse avoir une certaine autonomie. Et c'est cette version qui a été reconnue par les Nations Unies comme celle qui peut permettre de trouver une solution à ce problème saharaoui. Et en quoi cette décision marque-t-elle un tournant dans la position de l'ONU sur le Sahara occidental? Le tournant, c'est que avec ce référendum qui va être organisé, vous avez une situation de fait au niveau du Sahara occidental. Pratiquement 80% du territoire est occupé par le Maroc. Le groupe Polisario occupe à peu près 20%. Que les gens se rappellent, le Maroc est en train de célébrer actuellement le 50e anniversaire de ce qu'ils avaient appelé la marche verte. Cette marche verte consistait à faire en sorte que des populations s'installent sur cette partie du Sahara qui était de fait marocaine parce qu'étant sous le contrôle du Maroc. Mais le Maroc ne s'est pas contenté d'une marche verte. Le Maroc s'est mis à mettre en place ce que j'appellerais une marche pour le développement. C'est-à-dire quand vous regardez cette zone qui est plutôt une zone désertique, le Maroc a investi là-bas sur les questions d'énergie solaire, sur les questions d'énergie éolienne, sur beaucoup de choses, de sorte que finalement ces populations, quand vous leur proposerez un référendum entre faire partie du Maroc et faire partie d'un État indépendant sahraoui, très certainement, ces populations vont vouloir faire partie d'un État indépendant sahraoui. Maintenant, la résolution vient appuyer une réalité qui est déjà sur le terrain où le Maroc occupe l'essentiel de cet espace. Et il était prévu que ce soit les Nations Unies qui résolvent ce problème. Il était prévu également que le problème soit résolu par un référendum. Mais maintenant, c'est dans quel type de référendum, c'est sur ça qu'on n'entendait pas, qui ne s'entendait pas plutôt. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a toujours ce qu'on appelle la MINURSO, qui est là-bas, une mission des Nations Unies, qui a pour rôle d'aider à organiser le référendum sur le Sahara occidental. Donc, quand on regarde, le Maroc gagne pratiquement sur tous les plans, sans compter que sur le plan diplomatique, on connaît la position américaine qui a été une position d'échange entre l'acceptation du Maroc de faire partie du programme Abraham des Américains pour reconnaître Israël. Mais vous avez beaucoup de pays occidentaux également, avant que l'ONU ne fasse cela, qui ont reconnu la marocanité du Sahara. Vous avez beaucoup de pays africains qui l'ont fait. Le Maroc avait déjà une victoire diplomatique à l'échelle mondiale avant d'avoir cette victoire supplémentaire avec le Conseil de sécurité. Justement, vous parlez du référendum. On sait que le sujet était longtemps au cœur du processus onusien, mais après cette reconnaissance, est-ce que ce référendum aura toujours son sens premier? Oui, il aura toujours son sens. Puisque pour les Marocains, la proposition a toujours été ce référendum dans le cadre du Maroc. Parce que quand on utilise le mot, il faut qu'on fasse doucement parce que quand c'est l'Algérie, quand c'est le groupe Polisario, eux, c'est pour mettre en place la République arabe sahraoui démocratique. Donc le référendum va répondre également à la question, est-ce que vous voulez avoir l'indépendance? Alors que pour le Maroc, le référendum n'a pas pour but de poser la question de l'indépendance.
Mais comme l'a dit la résolution, la question d'une autonomie de cette partie du Maroc. Parce qu'en fait, la résolution ne va pas jusque là-bas, mais quand on dit autonomie, on demande une autonomie à une entité à laquelle on appartient. Si on n'appartient pas à l'entité, on n'a pas besoin de demander une autonomie, on prend tout simplement son indépendance. Et c'est là où se trouve la victoire du Maroc. Maintenant, puisque la MINURSO est là-bas, et c'était ça le rôle, très certainement en relation avec le Maroc, il va y avoir une proposition. D'ailleurs, c'est ce que le Maroc dit, il va y avoir un plan détaillé, une feuille de route qui va permettre de montrer comment on va aller vers ce référendum-là. Mais pour le moment, comme on le sait, le groupe Polisario a déjà dénoncé. L'Algérie, comme on le sait, n'a même pas participé au vote. Il n'y avait pas de meilleure façon de montrer qu'on n'était pas d'accord avec ce référendum. Et le plan d'autonomie proposé par le Maroc date de 2007 au moins, mais pourquoi, selon vous, aujourd'hui, ce plan de l'ONU est qualifié de solution la plus réaliste? Je me dis qu'il y a plusieurs données qui ont changé. J'ai parlé tout à l'heure de la donnée interne, avec le fait que le Maroc s'est carrément installé sur 80% du territoire du Sahara occidental. Et ils ne se sont pas contentés de faire une lutte. Ils ont travaillé au développement de la zone. C'est-à-dire les populations vont se sentir marocaines parce qu'on sent le Maroc au niveau du Sahara occidental. N'oubliez pas qu'on est dans une zone désertique. Si vous voyez les images de cet espace, vous allez voir que des efforts ont été faits à coups de milliards pour le transformer. Donc, dans les faits, on est dans du Maroc sur 80% pratiquement du territoire. Le deuxième aspect, la géopolitique a complètement changé. L'Algérie a traversé des difficultés avec ce qu'on appelle le Hirak, les populations qui s'étaient levées contre le président Abdelaziz Bouteflika, qu'on se rappelle de cet épisode. Pendant cet épisode, l'Algérie avait des problèmes internes à régler. Le Maroc était en train de se répandre à l'échelle internationale, y compris à l'échelle africaine, en développant une véritable politique extérieure par rapport au continent africain et par rapport aux autres pays. Mais le roi avait dit, et de façon extrêmement claire, quand le Maroc va compter ses amis, le Maroc va prendre en compte l'attitude de ses amis par rapport au Sahara occidental. Donc une position qui amenait les gens, s'ils veulent garder leurs relations avec le Maroc de façon privilégiée, à se prononcer sur la question du Sahara en faveur du Maroc. Et vous avez vu, progressivement, c'est ce qui s'est passé. Donc il y a ce jeu-là. Il y a un autre élément qui est là, il y a ce combat États-Unis, Chine, Russie qui est là, qui bloque les Nations Unies, qui fait que souvent quand l'un fait une proposition, l'autre vote contre, met son veto ou s'abstient. Vous avez vu ici la Chine et la Russie n'ont pas voulu soutenir les États-Unis. Mais pourtant, ils ne sont pas contre le processus qui est en train de se passer au niveau du Maroc. Mais comme c'est les États-Unis qui ont amené l'initiative au niveau du Conseil de sécurité, vous avez ce combat géopolitique qui vient se mêler à un autre combat à l'échelle locale. Et comment est-ce que l'Algérie et le Front Polisario réagissent face à ces décisions? Bien sûr, c'est tout le contraire de ce qu'on a développé jusqu'à présent. L'Algérie dit que même l'ONU est en train de piétiner ses principes de décolonisation. Ça veut dire qu'on est d'accord sur rien du tout, parce que quand on va jusqu'à remettre en cause la démarche des Nations Unies en considérant que les Nations Unies même ne respectent pas leurs principes et leurs règles, mais ça veut dire que l'Algérie n'est pas d'accord du tout sur cette question. Et ça a toujours été la position de l'Algérie par rapport à cette question. Mais pour la RACD en particulier, tout le monde sait que eux, ce qu'ils veulent, c'est l'indépendance, pas autre chose. D'ailleurs, qu'on se rappelle, pour ce qui concerne le continent africain, cet épisode à l'intérieur de l'OUA, de l'organisation de l'Union africaine, le Maroc avait quitté à un certain moment l'organisation de l'Union africaine, parce que porté par l'Algérie, on avait fini par accepter la République arabe sahraoui démocratique comme observateur au niveau de l'OUA, et le Maroc avait quitté. Le Maroc allait même demander à adhérer à l'Union européenne en laissant tomber l'organisme continental. Actuellement, le Maroc est revenu parce que beaucoup de pays africains, il faut le dire aujourd'hui, sont plutôt proches, sinon pour la position du Maroc, que pour la position de l'Algérie. Et dans leur appui au Maroc, quelles sont selon vous les motivations stratégiques, voire économiques des grandes puissances, dont les États-Unis et certains pays européens? Pour les États-Unis, c'est très clair, c'était les accords d'Abraham. Trump voulait coûte que le Maroc participe aux accords d'Abraham. Le Maroc en a profité pour demander en retour la reconnaissance de la marocanité, comme ils le disent, du Sahara occidental, ce que
le président Trump avait fait sans hésiter. Donc, de ce point de vue, le Maroc gagnait déjà un gros coup parce que, comme on le sait, au niveau des Nations Unies, les États-Unis pèsent lourd, même si c'est un seul pays parmi presque 200 pays, ils pèsent lourd. Avec les autres pays européens, c'est ce que je disais tout à l'heure, le Maroc considérait que sa relation diplomatique, son amitié avec les pays, sera en relation avec la position du pays en question par rapport au Sahara occidental. Puisqu'il y a à investir au Maroc, il y a des intérêts au Maroc. Ceux qui étaient intéressés par cela se sont rendus compte que le Sahara occidental, c'est vrai, c'est 266 000 km² à peu près. C'est plus grand que le Sénégal, c'est plus grand que le Togo, donc ce n'est pas un petit espace. Mais bon, c'est du phosphate qu'on trouve là-bas, vous en avez au Maroc. Ce n'est pas ce phosphate qui va être le plus fondamental pour le Maroc, ni pour l'Algérie d'ailleurs. Donc beaucoup de pays, finalement, se sont dit que la solution marocaine est la plus acceptable. Moi, c'est la solution marocaine que j'avais toujours défendue, puisque je considère que la colonisation, parce qu'on est encore dans un problème lié à la colonisation, ce n'est pas les Français, ce n'est pas les Anglais, mais c'est la colonisation lusophone, puisque c'est eux qui ont donné l'indépendance tardivement à leur colonie autour des années 70. Ici, ça date pratiquement de 1975, avec les Espagnols qui étaient sur place. On a encore ici le fameux problème du tracé des frontières africaines qui crée des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Et à l'indépendance, on n'avait pas pris notre courage à deux mains pour résoudre ce problème. Est-ce qu'aujourd'hui, on va continuer à laisser qu'on trace encore des frontières à l'intérieur de nos pays? Moi, je ne suis pas favorable du tout à la création d'une république arabe sahraoui démocratique, non pas parce que je suis contre les Sahraouis, mais parce que je trouve que c'est contraire au chemin que nous voulons prendre pour aller vers l'Union africaine. C'est la même position que j'ai par rapport à l'Azawad des Touaregs. Certains n'ont qu'à être maliens, d'autres n'ont qu'à être algériens, les autres n'ont qu'à être nigériens, qu'on ne nous crée pas une autre république. J'ai la même posture par rapport à la zone anglaise du Cameroun, où les gens, c'est certain, parce que ce n'est pas tout le monde, veulent créer également là-bas l'Ambazonie, etc. Moi, je crois qu'on a suffisamment de pays aujourd'hui. Ce qu'il faut, ce n'est pas de créer de nouvelles frontières, mais c'est de travailler à relativiser même les frontières qui sont là, si nous ne sommes pas en mesure de les dépasser. Et au Sahara occidental, est-ce que cette évolution pourrait influencer la position d'autres acteurs internationaux comme la France, la Chine ou d'autres pays encore? Non, c'est clair que c'est parti. Avec cette résolution, surtout avec la façon dont la résolution a été votée, personne n'a voté contre. L'Algérie, qui aurait pu voter contre, n'a pas participé au vote. C'est le Pakistan, la Chine et la Russie qui se sont abstenus. Ça donne quand même une certaine force à cette résolution. Et bien sûr, l'ONU, le secrétaire général de l'ONU a commencé déjà à s'engouffrer dans la brèche pour demander qu'on avance. D'ailleurs, il y a eu une discussion même sur la présence de la MINURSO dont je parlais. Mais les États-Unis disaient que, par exemple, ce n'est plus la peine de prolonger la mission, on donne 3 mois. Qu'on organise le référendum et puis la MINURSO a fini sa mission, elle dégage. Les gens ont dit non, il faut 1 an. La discussion a été très rude. Finalement, ils se sont entendus sur à peu près 6 mois. Mais ce qui veut dire qu'on va vers 6 mois où on va dans le sens de mettre en œuvre cette résolution du Conseil de sécurité. À partir de ce moment, ceux qui étaient hésitants risquent tout simplement de suivre le rythme en allant progressivement de façon beaucoup plus claire vers l'acceptation de la position du Maroc. D'ailleurs, quand vous voyez, quand la résolution a été votée, au Maroc, il y a eu un éclat extraordinaire de joie au niveau des populations parce que ce qui avait été défendu pendant très longtemps venait d'être accepté. Le roi a eu quand même une réaction à la hauteur de ce qu'on attend d'un chef d'État. Il a tendu la main à l'Algérie. C'est-à-dire, au lieu de dire « j'ai gagné, j'ai obtenu la victoire », il a tendu la main à l'Algérie. Il faut reconnaître que ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Sur plusieurs discours, il a tendu la main à l'Algérie. Il s'est adressé pratiquement au président algérien en l'appelant « mon frère ». Je crois qu'on ne peut pas aller plus loin, mais pour le moment, on n'a pas encore la réponse de l'Algérie. Est-ce que dans ces conditions, l'Algérie risque de peut-être revoir sa politique régionale après ce revers diplomatique? Je ne crois pas. L'Algérie va certainement trouver une stratégie pour revoir sa posture par rapport à la question du Sahara occidental, mais également pour se rattraper d'un point de vue diplomatique.
Parce que le Maroc a fait un véritable travail diplomatique. Même la Russie qui n'a pas voté pour, moi ça m'a surpris. Le Maroc a fait du véritable lobbying auprès de la Russie. On a vu les visites de part et d'autre, etc. On s'attendait plutôt à ce que la Russie également vote pour. Mais comme j'ai dit, c'est les États-Unis qui ont initié. C'est difficile de voir la Russie suivre ce que les États-Unis ont initié. Donc il y a d'autres raisons. La guerre en Ukraine qui font qu'il n'était pas facile pour la Russie de dire oui. La Chine est dans une guerre, non-guerre avec les Américains. Ils ne sont pas prêts également à accepter que Trump soit le roi. Parce qu'il y a cet aspect également d'un point de vue géopolitique. Trump est en train de vouloir considérer que c'est lui qui est le roi du monde. Heureusement que les citoyens américains eux-mêmes commencent à manifester en disant qu'on ne veut pas de roi. Heureusement pour nous autres. Donc ces gens-là aussi ne sont pas prêts à accepter que Trump soit celui qui dirige le monde, qui dirige les États-Unis. Et sur le plan du droit international, cette résolution change-t-elle concrètement quelque chose sur le statut du Sahara occidental? Ah oui, ça change beaucoup de choses. Parce que c'est pourquoi l'Algérie a utilisé le bon mot en disant qu'on n'a pas respecté les principes de la décolonisation. D'habitude, quand on parle de décolonisation, l'État a tendance plutôt à obtenir son indépendance. Ici, on est toujours dans un processus de décolonisation qui n'est pas terminé, mais on a un espace géographique avec la proposition marocaine qui intègre plutôt le Maroc et qui obtient une certaine autonomie. C'est complètement différent par rapport à ce que l'Algérie demandait, à ce que le Polisario demandait, parce que le Polisario, il ne faut pas qu'on l'oublie, ils étaient allés jusqu'à prendre les armes. Maintenant, avec cet isolement de l'Algérie, l'Algérie n'aura plus intérêt. Après, quel sera l'impact sur le conflit actuel dans la zone? Mais le conflit va se tasser parce que l'Algérie aura de moins en moins intérêt à soutenir militairement le Polisario. Alors que sans le soutien militaire de l'Algérie, le Polisario, quand vous regardez la carte, vous regardez la partie marocaine, la partie du Polisario, bon, vous regardez le Maroc, c'est quand même une puissance sur le plan militaire. Il n'y a pas match entre les deux. Ça peut être une guerre qui ne finit pas. Parce que ce n'est pas une guerre où deux armées se font face, mais l'Algérie n'aura plus intérêt à le faire parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, avec cette résolution, plus la tendance des pays à soutenir ce que le Maroc a dit, on va vers une République arabe sahraoui démocratique qui ne sera pas un État en tant que tel, mais qui sera un espace plutôt à l'intérieur du Maroc. Il y aura des gens pour ne pas être d'accord, mais c'est ça, quand on fait référendum, tout le monde n'est pas obligé de dire oui. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.